Bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés. Et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école de sucreaufour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Salut les artistes sucrés, j'espère que ça va bien. Bienvenue à un nouvel épisode, l'avant-dernière de Sucre et compagnie. Aujourd'hui, c'est un épisode solo. Comme vous pouvez voir, Mélanie n'est pas là. Mais aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur parce que j'en parle quand même assez régulièrement. C'est-à-dire de fidéliser son client. Je pense qu'avant de tomber dans le comment vous pourriez le faire, je vais vous expliquer un peu c'est quoi fidéliser son client. Je pense que d'emblée, là, vous le savez pas mal déjà, mais on va mettre les choses au clair quand même. Fidéliser son client, ça veut dire que ton client revient constamment. Ton client, en fait, est complètement fidèle à toi concernant la création de desserts quelconques, que ce soit les macarons, les gâteaux, les donuts, peu importe, là. Votre expertise, finalement. Donc, lui, il se casse même pas le basic. Il sait tout de suite que du moment où il y a un événement, du moment où il y a besoin d'un gâteau, c'est à toi qu'il pense, tout de suite. Et comme, bon, c'est cette personne-là que je vais aller rencontrer, communiquer, peu importe, pour recevoir son service. Évidemment, ça, c'est hyper important parce que on veut qu'un client revienne tout le temps, bien évidemment. On veut que le client soit satisfait également, puis généralement, ça va quand même pas mal ensemble. Donc, la satisfaction du client ainsi que sa fidélisation. Voilà. On dirait que j'ai comme la misère à le dire, ce mot-là. Donc, maintenant, sachant tout ça, ce qui est important aussi, au niveau financier, c'est très avantageux. Parce que de payer et de mettre de l'énergie, en fait, sur tout le temps aller se chercher une nouvelle clientèle, parce que ça coûte de l'argent, croyez-le ou non, que ce soit avec la publicité, que ce soit avec ton énergie, par exemple, d'aller, je sais pas moi, faire des marchés de Noël, tout ça, c'est dans le processus ainsi que dans le but de pouvoir avoir une plus grosse clientèle. Mais du moment où tu as déjà toute ta clientèle, que tes clients sont entièrement fidèles à toi, tu n'as plus besoin autant de mettre de l'énergie dans plein d'autres trucs comme ça, parce que tu en as déjà assez. On s'entend? Puis c'est ça le but ultime, en fait, c'est de dire, j'ai ma clientèle, puis maintenant, je peux juste exercer mon service, mon métier. Évidemment, c'est tout le temps intéressant, puis veux pas, il y a tout le temps des clients, soit qui déménagent, donc évidemment, eux, ils peuvent plus venir te voir parce que ça fait vraiment, c'est trop loin pour eux. Je sais pas moi, finalement, ils ont des allergies alimentaires soudainement, donc ils peuvent plus se procurer des gâteaux réguliers chez toi. Il peut y avoir 10 000 et une raisons pourquoi qu'un client peut plus venir chez vous. Donc, c'est clair qu'on est tout le temps à la recherche d'une nouvelle clientèle, une nouvelle base de données de clients, n'est-ce pas? Mais d'avoir des clients fidèles, c'est tout le temps de façon récurrente et c'est important. Dans une business, c'est hyper important. Ça fait partie, en fait, de son succès. Maintenant qu'on sait pourquoi tu devrais en avoir une base de clientèle fidèle, pardon, puis pas comment, mais plutôt pourquoi, puis qu'est-ce que c'est. Maintenant, je vais t'expliquer comment. Comment est-ce que tu peux faire ça? Donc là, j'ai quelques points. Je vais vous en énumérer quelques-uns, puis je vais vous parler également de d'autres choses par la suite. Donc, la première étape, le premier point dont je voudrais vous parler, c'est la personnalisation. Puis là, c'est pas nécessairement des gâteaux personnalisés. C'est que le client, dans le fond, apprécie se sentir unique, puis important. Fait qu'en personnalisant les interactions avec ton client, puis en proposant des offres qui sont plus spécifiques à ses besoins, il va se sentir comme si tu faisais tout ça pour lui. Il va se sentir comme si il y avait comme un engagement relié à toi. Tu sais, comme, regarde, elle me fait tout le temps tout ce que je veux exactement. Puis tu le fais pas nécessairement parce que tu le veux, mais bien parce que c'est ton service. On s'entend, là? Donc, la personnalisation, par exemple, c'est d'offrir la possibilité à ton client plusieurs options, puis lui, il a l'impression, en fait, que ça, c'est comme toute sa personnalisation. Lui, il a l'impression vraiment que toi, tu lui offres un peu comme... que tu y rends service, en fait, en quelque sorte. Donc, ça, c'est super important. Le fait que lui, il se sente comme si il n'y a pas besoin... il n'y a pas besoin... Comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas besoin d'enlever... ou comme, tu sais, il y a des critères... Tu sais, comme, mettons, lui, il veut un gâteau, là. Il y a des critères déjà en tête.
Mais si tu y offres puis tu coches finalement tous les critères, c'est clair qu'il est définitivement plus enclin à vouloir rester puis de revenir vers toi plutôt que quelqu'un qui dit « Écoute, moi, je fais pas de pâte à sucre puis c'est vraiment ça qu'il voulait. » Ben là, il va falloir qu'il coupe un peu comme dans ses critères puis ça se peut que ça l'affecte un peu puis ça se peut qu'il se dise « Ben écoute, OK, je vais le prendre maintenant, mais c'est clair que je vais essayer de trouver autre chose ailleurs pour la prochaine fois. » Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le fait de la personnalisation, lui, il aime bien ça. Le client, il aime ça. Ensuite, l'expérience utilisateur. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve hyper important puis qu'on a tendance à négliger. C'est hyper important. L'expérience, pour vrai, c'est quelque chose sur lequel j'ai décidé de travailler là, dans les dernières années sur mon entreprise, puis je pense réellement que ça a eu un très gros impact. Évidemment, mon entreprise, c'est pas du tout la même chose que vous, donc c'est clairement un peu, tu sais, j'ai beau vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait, ça changera probablement pas grand-chose pour vous, mais l'expérience utilisateur, c'est plein de trucs. Donc, exemple, on se donne un exemple, là, la façon de prendre ses commandes. Si c'est simple, ton client va aimer ça. Si c'est compliqué, puis il faut qu'il rentre ici, puis il faut qu'il mette son numéro, puis il faut qu'il écrive telle affaire, puis si c'est vraiment trop compliqué, son expérience sera pas super agréable. L'expérience utilisateur, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit droit au but, il faut que toutes les explications soient écrites pour que ça puisse être simple pour lui, parce que tu sais, des fois, ça peut être un peu plus complexe, mais du moment où que c'est simplement indiqué, ben pour lui, ça va rendre sa tâche beaucoup plus évidente, puis il va préférer le processus. Donc, juste l'expérience client, ça va être génial. L'expérience utilisateur surtout. Donc, c'est-à-dire, je sais pas moi, les délais de livraison, le service après-vente, ça peut être comment payer. Tu sais, c'est niaiseux, là. Mais si tu peux pas payer, mettons, sur place avec ta carte de crédit, c'est clair que lui, ou sa carte de débit, par exemple, parce qu'évidemment, tout le monde fait ça, puis que c'est seulement cash, puis que c'est pas mentionné avant. Tu sais, toutes ces petites affaires-là, là, ça peut avoir un très, très gros impact, en fait, au bout du compte. C'est important que tout soit mentionné, que tout votre processus, en fait, soit vraiment clair et intuitif également, mais aussi qui go with the flow, dans le sens que si jamais justement tu dois le mentionner à ton client que c'est seulement par argent comptant, ça doit être une information qui est envoyée au client avant qu'il se présente, hein, on s'entend. Donc que ce soit un courriel, soit un message texte, évidemment autant que possible automatisé également, parce que sinon si tu fais ça à chacun de tes clients, tu vas devenir folle. C'est clair que toute ton expérience client doit être avantageux pour lui. Et si certains de vos compétiteurs ont une expérience client plus efficace que vous, ça se peut que la prochaine fois, il aille ailleurs. Parce que lui, il veut se simplifier la vie. Acheter un gâteau, pour lui, il faut que ça soit simple. Acheter des donuts, pour lui, il faut que ce soit simple. Si c'est trop compliqué, il va passer à autre chose. Puis je le comprends, je ferai la même chose. Ensuite, troisième point, on parle de récompense. Ça peut être des programmes de fidélité sur des récompenses, par exemple. T'achètes un gâteau, t'obtiens tant de nombre de points. Après tant de nombre de points, t'as le droit à une douzaine de cupcakes gratuits. Ça peut être ce genre de truc-là. Puis évidemment, encore une fois, tout ça doit être automatisé parce que vous voulez absolument pas faire ça manuellement. Non, merci. Ça peut être des trucs que tu peux automatiser. Ça peut être aussi, par exemple, on en avait déjà parlé, puis je pense que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment voir de plus en plus implémenté. Je pense que c'est implémenté. Dans le domaine, c'est en fait les anniversaires de vos clients. Tu sais, souvent, ce sont des clients qui vont acheter pour d'autres mondes. Tu sais, ils vont pas aller acheter leur propre gâteau. Ben, si jamais vous avez, je sais pas moi, une façon, vous ramassez des courriels, parce que c'est comme super nécessaire. D'ailleurs, on en ferait un épisode bientôt, là, moi et Mélanie, là-dessus, parce que les courriels, pour vrai, oh my God, j'avais déjà parlé que genre 90% de mes ventes se font par des courriels. Donc, c'est crucial. Puis je pense que ça peut être également votre cas aussi. Donc, le fait de leur envoyer, par exemple, un courriel lorsque c'est leur anniversaire, parce que vous pouvez récupérer ce genre d'informations-là lorsque vous demandez les courriels à vos clients, ben ça pourrait être, par exemple, je sais pas moi, passer en magasin puis on vous donne un cupcake, là. Tu sais, ça peut être ça, leur récompense. Parce qu'ils viennent souvent, ou ça pourrait même être suite à plusieurs commandes. Vous pouvez tout comptabiliser ça, là, puis avoir comme une espèce des programmes, en fait, qui peuvent vous aider avec ça.
C'est sûr que je comprends, là, tu sais, vous allez tous me dire « Ouais, mais ça coûte de l'argent. » C'est vrai, ça coûte de l'argent, mais encore là, c'est tout le temps une question aussi de savoir est-ce que le retour sur investissement serait suffisant pour payer, en fait, le dit programme. Dans le fond, si tu donnes à ton client en sachant très bien que ça va être plus facile pour lui de venir te voir et de redonner vers toi, parce que dans le fond, ça va être des ventes supplémentaires, est-ce que ça serait suffisamment payant, ce retour sur investissement-là, ce ROI qu'on appelle? Ben peut-être que ça vaut la peine, le petit 100$, là, ou je ne sais pas trop combien que ça pourrait coûter ce genre de programme-là, ben peut-être que ça vaut la peine, puis que c'est rien comparé à tout le retour que tu pourrais avoir de tes clients. Non seulement ça, ben tu aussi ajoutes beaucoup à leur expérience, puis ça, c'est génial. Tu sais, l'expérience, ça peut être bien des affaires, ça peut être aussi le visuel. Tu sais, votre site Internet, là, s'il est visuellement attirant, s'il y a des belles couleurs, si tout est simple, si tout est cordé, tout ça, là, ça peut ajouter à ta valeur en tant que ton expérience client. Je pense entre autres, par exemple, là, quand on reçoit, mettons, des trucs, là, on commande de quoi en ligne, le packaging, ça fait partie de l'expérience client. Le packaging, ça ajoute, on a l'impression de s'être fait plaisir, on a l'impression, tu sais, comme ça ajoute énormément à l'expérience. Puis c'est la raison aussi pourquoi que les gens des entreprises mettent autant d'énergie là-dedans, parce qu'ils savent en tabarouette que le client va apprécier, puis ça va lui donner une raison supplémentaire de commander la prochaine fois. Vous comprenez? Ensuite, 4e point que j'aimerais vous dire, c'est de la communication régulière. Je pense que ça va de soi, là. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de vous expliquer pourquoi, mais je pense que ça vaut quand même la peine de mentionner quelques petits trucs, là, tels que la relation avec vos clients, donc c'est-à-dire une communication régulière, c'est-à-dire des publications sur Facebook, sur Instagram, d'envoyer, par exemple, encore une fois, des newsletters, des fameuses infolettres, des offres spéciales, des invitations à des événements. Si jamais vous participez justement à une espèce de marché quelconque, là, il faut que vos clients soient au courant pour qu'ils viennent passer vous voir. Hein? Fait que c'est pas juste des fois une publication. Il faut en faire plusieurs aussi parce que ce qu'il faut savoir par rapport aux réseaux sociaux, lorsque vous allez publier quelque chose, une mini partie en fait de vos followers, on va appeler-les comme ils sont, vont voir votre publication. Il y a comme une autre partie, un pourcentage beaucoup plus élevé qui, eux, ne l'ont pas vu encore. Donc, le fait de le partager sur les réseaux sociaux une fois seulement, ben la majorité de vos clients ne seront pas au courant. Par contre, si vous le faites, mettons, juste une fois sur les réseaux sociaux, mettons sur Facebook, puis vous l'envoyez par courriel, mettons, là, c'est clair que là, vous allez augmenter vos chances. Là, vous le partagez également en story. Ah, là, peut-être que les clients qui ne regardent pas nécessairement leur fil d'actualité sur Facebook vont vous voir en story. Donc là, tu as encore plus de chances d'aller rechercher puis d'aller informer ta clientèle de ton événement. Donc, c'est vraiment de le partager à plusieurs endroits et plusieurs fois aussi. Donc, comme je vous dis, là, en fait, il y a une statistique qui est de, si je me souviens bien, là, j'aimerais ne pas vous induire en erreur, mais il faut au-dessus de 7 points de contact avec votre client pour qu'il puisse passer à l'acte. Donc, je vous donne un exemple. Le fait de parler, par exemple, ou de partager. Exemple, je sais pas moi, je partage une recette sur mes réseaux sociaux, une recette de gâteau au chocolat. Ça va prendre jusqu'à... Ben, dans ce cas-ci, vu que c'est gratuit, peut-être que pas autant, là. Mais si jamais c'est quelque chose de payant. OK, mettons, un livre de recettes, OK? Et je partage un livre de recettes, ça va me prendre au-dessus de 7 points de contact avec un client. Donc, de le partager sur mes réseaux sociaux, sur plusieurs réseaux, autant que possible, pour pouvoir essayer d'aller rechercher le plus de nombre de personnes possible, n'est-ce pas? Il va falloir que j'en fasse une vidéo, probablement, que je partage en story, que je partage en newsletter, que j'en parle peut-être même dans le podcast, pour qu'éventuellement, cette personne-là soit convaincue que ça vaille la peine d'acheter mon livre de recettes. Voyez-vous ce que je veux en dire? Dans le sens que, pour vous également, même si c'est quelque chose de gratuit, c'est possible que vous devez faire plus d'actions, que vous mettez plus d'efforts sur un seul événement ou sur une seule information, pour que ça vaille la peine, pour que les gens soient mis au courant. Donc, la communication régulière, c'est hyper important. Ce n'est pas que sur les réseaux sociaux, comme je vous dis. Puis, il faut le mentionner pas mal plus qu'une fois aussi. Donc, c'est important de garder. Puis, tu sais, le fait de partager des trucs sur les réseaux sociaux, ça aussi, je vois souvent ça, là, puis j'ouvre une parenthèse. Souvent, dans le domaine, tu sais, puis j'étais moi-même un peu comme ça aussi.
Je partageais que des photos. Que des photos de gâteaux. Bon, évidemment, aujourd'hui, on s'entend qu'on sait très bien que les vidéos, c'est super important. Donc, les vidéos, je pense que c'est important aussi que vous le fassiez. Mais juste des photos pour expliquer ce que c'est peut-être pas suffisant pour raccrocher ton client. Oui, ça va y faire peut-être penser qu'il faut qu'il achète un gâteau, mais il faut un petit peu plus que ça. Il faut que vous parliez un petit peu plus de peut-être de l'intérieur de votre entreprise, de partager un peu plus comme le comment je pourrais dire ça? Le cœur de l'entreprise ou les idées derrière l'entreprise ou les nouvelles essais de recettes ou tu sais, comme de partager en fait de ce qui s'en vient. Tout ça peut devenir super important. Puis encore une fois, c'est une communication régulière. Ça peut devenir aussi une certaine forme d'anticipation pour tes clients. Puis je pense que c'est un autre point à ne pas négliger. Ensuite, la responsabilité sociale. Les clients, là, sont de plus en plus sensibles aux enjeux sociaux et environnementaux également. Puis ça peut devenir hyper important, puis ça peut devenir en fait quelque chose de super intéressant au niveau de la fidélisation. Fidélisation, voyons, on dirait que je suis pas capable de le dire quand je le dis sous ce terme-là. Ça peut devenir hyper intéressant pour tes clients. Je te donne un exemple. Une fois par année, tu décides que tu ramasses de l'argent, tu vends un produit quelconque, là, je sais pas moi, genre pour le November, mettons, là, pour le cancer de la prostate, ou pour, écoute, je sais pas moi, les enfants malades, ou n'importe quoi, là. Ben ça peut devenir très intéressant d'aller, parce que, veux pas, il y a certaines personnes pour qui ça va venir toucher plus que d'autres. Puis ces gens-là vont se rattacher davantage à votre entreprise. On aime ça aller encourager une entreprise qui nous ressemble. On aime encourager des entreprises qui ont à cœur les mêmes choses que nous. Je pense que, tu sais, juste à y penser, là, c'est sûr à 100% que vous avez probablement des entreprises locales que vous aimez particulièrement parce que ce sont des gens qui émettent des actions importantes. Vous pouvez également le faire. Ça peut être sous différentes formes, ça peut être des dons à des associations, ça peut être des impacts, par exemple, à réduire votre impact environnemental. Du genre, écoute, on a décidé d'utiliser maintenant seulement des caissettes à cupcakes biodégradables, mettons. Fait que, tu sais, oui, peut-être que ça va... Puis vous êtes capable de le communiquer également à vos clients. Oui, ça se peut que ça augmente un petit peu notre prix de vente, mais pour nous, c'est important, exemple, de réduire l'impact environnemental. Là-dessus, c'est clair qu'il y a peut-être des gens qui vont faire « Bah, c'est plate, là, moi, j'aime pas ça, parce que ça coûte plus cher. » Mais il y a plein d'autres gens qui, eux, vont tellement aimer que vous verrez peut-être même pas l'impact que ça va avoir eu négativement. Dans le sens que il y a des gens pour qui ça va tellement les attirer, puis tellement les rendre heureux que vous allez fidéliser ces clients-là. Puis, évidemment, là, je vous parle de ça, mais il faut que ça vienne aussi du cœur. Hein? On s'entend, là, on ne réduit pas notre impact environnemental juste dans l'espoir de trouver des nouveaux clients qui sont un petit peu plus une conscience écologique. Hein? On le fait parce que vraiment, c'est quelque chose qu'on veut. Donc, ça peut être une association quelconque qui vous tient à cœur. Ça peut être des dons quelconques à des trucs qui vous tiennent à cœur, des fondations, peu importe. Mais c'est ça, faut que ça vienne du cœur, puis il faut que ce soit quelque chose qui vous représente également. Faut pas que ce soit quelque chose qui clash un peu avec votre entreprise. On s'entend? Donc, c'est pourquoi je pense que c'est également un très bon point. Mais il faut vraiment que ça vienne du cœur, puis que ça soit comme... Faut que ce soit transparent aussi, en quelque sorte, parce que sinon, ça risque de clasher. Et le dernier point... Donc, on est rendu au numéro 6, là. C'est quand même 6 points là, pour fidéliser tes clients. Le dernier point, en fait, c'est de faire les meilleurs gâteaux ever. C'est vraiment pas compliqué. Si tu fais le meilleur des beignes, si tu fais le meilleur des cupcakes, si tu fais les meilleurs tartes au sucre, ton client va se fidéliser juste en goûtant ton produit. C'est pas compliqué. Évidemment, même si le processus de commande est un petit peu plus chiant que ton compétiteur, mais que tu as la meilleure tarte au sucre, ça se peut qu'il décide de se faire chier un peu pour commander ta tarte parce qu'elle est crissement bonne. Donc,
Le numéro 6, c'est à mon avis celui qui vient toucher mes cordes parce que bon, avec ma formation digne d'une deuxième part, qui vraiment, j'ai travaillé pendant des mois à confectionner en fait des gâteaux de tout genre, des gâteaux qui sont excessivement bons pour réaliser des layer cakes, pour que vous puissiez en fait réaliser les meilleures recettes ever pour vos clients. Puis que j'essaie bien évidemment aussi d'enseigner aux gens qui font des gâteaux comment faire de bons gâteaux. Parce qu'on a tendance, puis là, tu sais, j'ouvre une autre parenthèse, on a tendance à s'inspirer un peu trop des Américains. OK? Puis les Américains, là, c'est bien sucré leur affaire. C'est la crème au beurre en garniture, merci, bonsoir. De la confiture bien bourrée de sucre aussi, tu sais, tout dans la facilité, hein, parce qu'on veut passer tout de suite à la décoration. Mais quand on commence à apprendre, puis à vraiment tomber dans quand on tombe vraiment dans les saveurs, puis dans les textures, puis qu'on réalise en fait qu'il y a un monde à découvrir qui est gigantesque par rapport à ce qu'on peut mettre dans un gâteau, on découvre en fait presque une deuxième passion. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la passion comme l'intérieur du gâteau, ce que ça goûte, puis la déco. Puis à mon avis, t'as beau avoir le plus beau des gâteaux, s'il n'est pas bon, ton client, la dernière chose qu'il va se souvenir, c'est pas à quel point il était beau, mais à quel point il était pas bon. Puis ça, mon ami, ça peut faire en sorte que tu fidélises pas ton client. Tu le fidélises pas parce qu'il va se dire « Oui, c'est bien beau, là, c'était super beau, là, mais je préfère de loin avoir un gâteau un peu moins beau, mais qui est crissement bon, puis que j'ai envie d'en manger un deuxième morceau, puis qu'il en reste plus du tout à la fin de la soirée parce que tout le monde va savoir pitcher dessus. » Ça va fidéliser davantage ton client. Puis ça, c'est bien plus important. Parce que, au bout du compte, ça va te coûter moins cher pour ton entreprise d'aller trouver une clientèle. Parce que oui, encore une fois, on essaie tout le temps d'agrandir notre clientèle. Je suis d'accord. Mais s'il faut tout le temps que tu agrandisses ta clientèle parce que tu en perds une tralée en arrière, parce que ton gâteau est crissement trop sucré, on s'entend-tu? Tu sais, ça vaut pas la peine. Là. C'est comme, tu perds, ben pas tu perds de l'argent, mais ça coûte cher à ta parouette de vendre ton gâteau. Comprends-tu? Donc, le 6e point, c'est définitivement de prendre le temps d'explorer les possibilités, de tester des recettes et de jamais arrêter d'essayer de trouver la meilleure recette. Puis ça, c'est longtemps ce que j'ai fait parce que je pensais que mon sponge cake, c'était la meilleure chose ever. Puis d'ailleurs, il est quand même très bon. Quand même très bon, mon sponge cake. Mais je m'aventurais pas suffisamment. Puis, maintenant que je le fais, ça fait quoi? Ça fait 2-3 ans, là, vraiment, là, que j'explore davantage le côté de la pâtisserie, en fait. Parce que, veux pas, du moment où je me suis rendu compte, en fait, que le cake design, c'était de la pâtisserie française, puis que c'était de là que c'est né, dans les années 1700, je me souviens plus. Ça fait très longtemps. C'est à partir de ce moment-là que j'ai réalisé, en fait, à un instant, tu sais, faudrait peut-être s'inspirer davantage de la pâtisserie, en fait, plutôt que le cake design américain des frères Wilton, qui ont commercialisé puis rendu le tout pas mal plus populaire au 19e siècle. Je leur enlève rien parce qu'ils ont fait énormément pour le domaine, là, quand même. Mais au niveau des goûts, au niveau des saveurs, je pense qu'on peut faire mieux. Donc, si t'es tanné que tout le monde trouve tes gâteaux bien beaux, mais ils trouvent donc que c'est sucré, hein? Il est sucré ton gâteau, hein? On se l'est-tu pas fait dire ça une fois de temps en temps? Puis ça nous fâche. Ça nous fâche, on va sur les réseaux sociaux, puis on va dans les groupes. Oh là, le monde qui veut des gâteaux pas sucrés, c'est quoi, à quoi qu'ils s'attendent? Le gâteau, c'est sucré. Oui, c'est vrai, un gâteau, c'est supposé d'être sucré, j'en conviens. Mais je vous jure, je vous le garantis, j'ai même 10 jours garantis sur mes cours, parce que j'en suis convaincue. Ton gâteau, il peut être vraiment moins sucré. Je peux te le garantir. Puis là, le monde qui me dit « Ouais, mais moi, j'ai utilisé sa crème au beurre meringue suisse en garniture. Oh, ouais, mais non! Elle est super bonne. Puis c'est vrai que c'est une des moins sucrées. Mais il y a d'autres choses encore moins sucrées que tu peux mettre à l'intérieur de ton gâteau. Puis là, je sais que je prêche pour ma paroisse, mais il n'y a pas que moi, bien évidemment. Puis tu sais, je tiens à vous dire là, que vous pouvez absolument aller explorer. Cela dit, par contre, si jamais vous voulez une formation en français,
Parce que veut pas, il existe aussi des formations en anglais. Si vous voulez une formation en français, et qui utilise d'ailleurs des produits pas mal du Québec également, parce que tu sais, ça aussi, ça a un gros impact. Là. Des fois, les recettes françaises, on va pas se le cacher, ça peut être un peu touché, parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes crèmes, on n'a pas tout à fait les mêmes farines, on n'a pas toutes les... Tu sais, tout ça, là, ça peut devenir un peu angoissant là, pour un Québécois, surtout qui vient tout juste de rentrer dans le domaine, puis qui connaît absolument pas trop la pâtisserie. En fait, tu sais, veut pas, ça fait presque... Mon Dieu, ça fait combien de temps? Ça fait 12 ans. Ouais, 12 ans que je fais des gâteaux. Fait que veux pas. Et j'ai beaucoup appris, là. Tu sais, j'ai beau à ne jamais avoir eu de cours de pâtisserie. J'en ai fait en tabarouette. Fait que, tu sais, j'ai comme plus vraiment besoin... je peux absolument lire des recettes là, à la française, puis j'ai pas de soucis. Par contre, pour quelqu'un qui vient de rentrer, ça se peut qu'il se perde un peu. Donc, cela dit, je prêche pour ma paroisse. Si ça vous tente, le lien sera dans la description. C'est pour apprendre à réaliser des layer cakes. J'ai plusieurs types de bases à gâteau. Donc, on parle de chiffon, de sponge cake, de molly, de génoise. Comme ça vous donne l'opportunité non seulement de tester plusieurs types de pâtes, parce que veut pas, ils ont tous des caractéristiques importantes. Puis, d'ailleurs, j'en parle un petit peu plus dans un des chapitres où je vous explique un peu elles servent à quoi, puis où elles se trouvent, mettons, au niveau du moelleux, lequel est le plus moelleux, lequel est le plus dense, lequel serait plus facile, mettons, à sculpter, lequel est plus fragile, etc. Donc, je vous parle de tout ça parce que je veux que vous appreniez, en fait, un peu sur la chimie, puis sur les caractéristiques intéressantes de chacune des pâtes. Ensuite, j'ai également des garnitures, telles que des curds, des crémeux, en fait, des crémeux, mettons, à la noix de coco, des crémeux à la fruit de la passion. J'ai également des garnitures un peu plus réconfortantes, telles que la fameuse garniture style allemand qui, oh my god, c'est tellement bon. D'ailleurs, j'en parle puis j'ai envie d'en manger. Ça, c'est une de mes garnitures préférées. J'ai aussi écoute, ça fait tellement longtemps que je l'ai faite, on dirait que je m'en souviens plus. Mais bon, des garnitures de fruits, des garnitures un petit peu plus d'été, des choses qui sont hyper gourmandes, mais qui tombent pas sur le cœur. Donc, on en veut un deuxième morceau. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, des pâtes à gâteau, au citron, au chocolat, à la vanille. Vous avez des tonnes et des tonnes de combinaisons possibles. Puis, ça veut pas, ben, ça peut absolument fidéliser votre client. Sur ce, je pense que pour fidéliser vos clients en 2024, faut adopter en fait une approche centrée sur le client. Donc, il faut personnaliser ces interactions, lui faire comprendre en fait qu'il est important. Il faut également une communication régulière, que ce soit par courriel ou sur les réseaux sociaux. Il faut également peut-être une petite responsabilité sociale, surtout quand on devient gros. Je pense que les gens s'attendent à ce que notre entreprise veuille participer à l'esprit commun. Hein? Si vous êtes dans une ville, ça se peut que vous devez peut-être participer à certains événements sociaux de la ville. Puis tout ça, ça peut vraiment avoir un très, très gros impact là, sur votre clientèle en 2024. Je vous souhaite bien évidemment beaucoup de succès. Je pense que le domaine sucré a longtemps été négligé. Non, pas négligé. Le domaine sucré a longtemps pensé que c'était un domaine dans lequel on se lançait, non pas pour faire de l'argent, mais bien parce qu'on était passionné, mais je pense que c'est faux. Je pense que le domaine sucré, ça peut être extrêmement lucratif. Il suffit par contre d'avoir les bonnes bases. Il suffit par contre de savoir comment gérer une business. Parce qu'une business, c'est une business et peu importe ton produit, ça peut être lucratif. Peu importe ton service, ça peut être lucratif. Donc, baissez pas les bras, vous êtes capable. D'ailleurs, j'en parle, c'est la première fois que j'en parle, puis là, je sais même pas si Mélanie va être contente ou pas. Sucre et compagnie vous réserve une très belle surprise en 2024. J'ai hâte. J'ai hâte de vous en parler. J'ai hâte qu'on commence à travailler sur le projet. Ça sera pas en début 2024, pas du tout. Ça va être plus vers la fin 2024. En tout cas,
on s'en rejase, hein, on s'en reparle, mais je pense que ça va être bénéfique pour le domaine, puis on est bien excités de tout ça. Ça fait déjà, mon Dieu, presque 4 ans que le podcast Sucre et compagnie existe, bientôt 5 en fait. Donc il était temps qu'on convertisse tout ça là, en projet un peu plus gros. Je pense que Mélanie, c'était la personne idéale avec qui je pouvais faire ça, pas que j'aurais pas pu le faire avec Véronique, mais je pense que c'est le moment de le faire. Puis c'est juste le moment est opportun. Puis j'ai très, très hâte de pouvoir vous en parler davantage. Cela dit, je m'excuse, Mélanie, si j'en pense ça que t'es là. Puis sur ça, je vous souhaite une belle semaine. La semaine prochaine, mon Dieu, de quoi on vous parle la semaine prochaine? C'est la dernière épisode, c'est vrai. Oh, on a fait une épisode. Dernier épisode la semaine prochaine, donc soyez là. Je me souviens plus du tout de quoi on a parlé, parce qu'on l'a enregistré, ça fait longtemps. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. As-tu aimé le sujet de cet épisode? Viens nous rejoindre sur le groupe Sucre et compagnie pour continuer la discussion avec notre communauté d'entrepreneurs sucrés. Si tu nous écoutes sur une application qui te le permet, laisse-nous un review 5 étoiles pour faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs et les aider avec leur business. On t'invite aussi à faire une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment et de la partager en story sur Instagram. Tag-nous avec le sucre au four et Maman Gâteau avec un 0, de sorte que l'on puisse te repartager et te faire découvrir par notre communauté.